Voilà. On va faire, si vous le voulez bien, de la halakha. Alors, pourquoi j'ai choisi ce sujet des vers et des comment on appelle ça, des rampants qui sont dans les aliments. Ah ouais. Aujourd'hui, il y a une recrudescence dans le monde des bêtes dans les aliments, dans les légumes et les fruits. Alors, pourquoi ça arrive? Parce que le monde est méchant. Parce que comme on l'a déjà vu plusieurs fois, le Orach Chaim HaKadosh, il dit que avant la galoute, il n'y avait pas de vers dans les fruits. Il dit avec la galoute, il a commencé à avoir des vers dans les fruits, et surtout les fruits d'Israël. Et il dit parce que comme il y a des vers dans la tête des gens, comme ça il dit le Orach Chaim HaKadosh, alors il y a des vers dans les fruits. Maintenant, comme on est passé, il y a quelques années, dans une aggravation des vers dans la tête des gens, donc on est passé aussi à une aggravation dans les vers dans les fruits et légumes. C'est incroyable. Et c'est en Amérique, par exemple. La nature, elle suit, hein. Voilà, en Amérique, il y avait, quand j'étais en Amérique la première fois, j'étais sidéré parce que je suis rentré dans la cuisine avec la dame qui nous invitait, et je l'ai vue prendre un chou. Elle a pris un chou, elle a coupé, elle a à peine lavé le chou, alors que nous, en France, chaque feuille de chou, on la regardait au soleil, on vérifiait les vers, etc. Alors je lui dis, qu'est-ce que vous faites? Elle me dit, mais ici en Amérique, il y a tellement de pesticides sur les légumes et les fruits qu'il n'y a même pas le goût du légume et du fruit. C'est dégoûtant, quoi. C'est même malsain. Tu manges plus de chimiques que de légumes et fruits. Et ils disent que maintenant, donc elle a dit, voilà, c'est comme ça, chez nous en Amérique, les rabbinim, c'est même pas la peine de vérifier, les choux, les salades, alors que nous en France, on était encore à ce stade. Et ici, encore plus. Maintenant, entre-temps, ils ont empesté le monde de pesticides, et donc ça s'est calmé. En plus, il y avait le Gush Katif, soi-disant les récoltes sans vers et sans bêtes, à tel point que en Turquie, par exemple, ils prétendent, en Turquie, ils ont des agriculteurs israéliens, ils ont investi en Turquie pour sortir des feuilles de vigne où il n'y a pas de vers. Parce que les feuilles de vigne, c'est pas du tout, c'est pas sûr, quoi. C'est bourré de vers. Et la plupart des badats qui se respectent ne donnent pas de hercher sur les feuilles de vigne. On parle même pas des feuilles de vigne qui ferment le riz ou les farces. On parle même des feuilles de vigne toutes seules. Ils disent non, parce que le ver il est tellement malin qu'à la lumière du jour, il prend la couleur et il bouge pas. Donc tu dis, bah voilà, il est propre. Donc il suffit que je le rince, c'est bon. Et pas du tout, laisse-le reposer quelques minutes de côté, tu vas le voir, il va commencer à bouger. Tu vas voir des choses qui bougent. Donc et là maintenant, ils ont fait en Turquie ce nouveau système, soi-disant, comme Gush Katif, sur des terrains où il n'y a pas de terre, c'est du sable, c'est pas de la terre, et malgré tout, les surveillants, quand ils amènent ça ici, ils voient que il n'y a pas une minorité de feuilles qui sont véreuses, il y a une majorité. Donc la plupart des hercherim ne donnent pas de cache-route sur les légumes et les fruits. Donc c'est pour ça que j'ai pensé qu'il fallait reparler de ça,
parce que la plupart des rabbinim qui s'occupent de ça, ils disent le projecteur aujourd'hui ne doit pas être mis comme avant sur la viande et les poulets et les fromages, etc. Et il doit mettre essentiellement sur les légumes et les fruits, qui de plus en plus, des choses qu'on n'espérait pas. Comment ça se passait? L'exemple, par exemple, des fraises. Oui. D'accord? Les fraises, on te dit, même les fraises qui sont censées être surveillées, il n'est pas conseillé de les manger, parce que les vers se cachent dans des endroits où tu peux même pas les voir. C'est pas qu'ils ne sont pas là. Ils sont là. Si tu sais où chercher, tu peux les trouver. Mais c'est innettoyable. Alors ils disent que ils donnent une solution. Ils disent on a un principe, par exemple. On voit que dans le Gefilte Fish, par exemple, qu'est-ce qu'ils font les Ashkenazim? Pourquoi ils prennent du Gefilte Fish? Parce qu'ils prennent la carpe, ils la vérifient, ils ont enlevé ce qu'on voit, et donc elle a une présomption d'être propre. Mais malgré tout, ils broient pour être sûr que dans le cas où il y aurait quelque chose, c'est broyé, et comme on sait que la Torah interdit une bête entière, pas une bête broyée, une bête coupée en morceaux, etc. Il n'y a pas l'interdit comme une bête entière. Donc, tu vérifies, et de surcroît, tu broies. Alors les gens ils disent, ben voilà, j'ai qu'à vérifier mes fraises, et je les broie, c'est bon. Il dit non, parce que quand est-ce qu'on dit que broyer c'est bon? Que quand tu as vérifié d'abord. Mais quand tu ne peux pas vérifier, et qu'il y a une présomption qu'il y a plein de bêtes, tu n'as pas le droit de faire ça, parce qu'on interdit d'annuler un interdit a priori. Tu n'as pas le droit d'annuler un interdit a priori. Si tu as pris une cuve avec du lait dedans, et malencontreusement est tombée une viande à chaud, tout ça c'est à chaud, parce que si c'est à froid, tu enlèves la viande et ça va. Mais si c'est à froid, si c'est à chaud, la viande, elle a transmis son côté viande au lait, d'accord? Alors on te dit, s'il y a 60 dans le lait, si tu as 60 fois plus de lait que de viande, alors tu as le droit de boire le lait, d'enlever la viande et de boire le lait. Mais si ça passe 60 fois plus, tu n'as pas le droit de rajouter du lait pour arriver à 60 fois plus. C'est ce qu'on appelle Mevatel Isol Khatrila. Tu n'as pas le droit. Rabbanan, ils ont interdit d'annuler une interdiction a priori. Après coup, si ça s'est passé, tu as le droit. Mais si ça c'est pas le cas, tu ne peux pas rajouter pour arriver à 60. Et donc, la même chose ici. Tu ne peux pas dire, je vais broyer, comme ça, c'est comme le Gefilte Fish, il est broyé, il n'y a pas de bête. Non, tu n'as pas le droit d'enlever, de supposer qu'il n'y a pas de bête, parce qu'il y en a des bêtes. Même si tu as vérifié, comme tu ne sais pas vérifier, et comme malheureusement, ni les produits de savon, ni les produits chimiques qu'on met dedans, ça les tue quelquefois, mais ça les enlève pas. C'est pas qu'ils se sauvent. Ils restent dedans. Or, il n'y a pas de différence vivant ou mort, il n'y a aucune différence. Donc il faudrait, pour broyer, il faut que ce soit supposé être propre par un badatz très sérieux. Un badatz très sérieux qui te dit présomption qu'il n'y a plus de bêtes. Alors là, oui, tu peux dire présomption qu'il n'y a plus de bêtes, je nettoie encore et je broie. Il faut 2 précautions. Et donc, c'est un gros problème parce que, donc, en plus, c'est très spécial les fraises parce que ça dépend des mois, des saisons. Il y a par exemple des herchérim qui font des tartes à la fraise
ou alors des toasts à la fraise, et les fraises sont entières, ou alors en morceaux, elles ne sont pas broyées. Alors tu dis, attends, comment ça marche? Alors, parce que justement, alors, ils ont vérifié que les vers viennent à une période précise. Il y a des mois où ils ne viennent pas, il y a des mois où ils viennent. Donc il faut choisir les mois où ils ne viennent pas, et à ce moment-là, tu peux utiliser. Donc c'est pas chaud du tout. Et ça, on parle des fraises. Ces vers-là qu'il y a dans les... Tout ce qui est dans les fraises. Tout ce qui est légumes et fruits. Ouais. C'est des... Ils se forment par l'humidité ou... Non, ils viennent de l'extérieur. Ils viennent de l'extérieur et ils sont très malins parce qu'ils prennent la couleur et la forme, comme les figues, etc. Voilà. Donc on revoit le problème. Ça fait des années que je ne mange plus des figues. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas manger de figues, surtout qu'on approche de Toubishvat. Ouais. Alors, à Toubishvat, c'est la fête des fruits. Alors, les gens, ils se disent quoi? Je vais pas, dans mon seder de Toubishvat, je vais pas mettre que des bananes et des oranges. Alors, on te dit, mais méfie-toi parce que aujourd'hui, le monde de l'agriculture est bourré de problèmes. Et en plus, dans les mariages, par exemple. Ouais. Toi, tu vas aller manger dans un mariage. Très souvent, le surveillant, il peut pas surveiller des tonnes de feuilles de vigne ou des tonnes de feuilles de salade, etc. Il y a trop de choses. Dans une maison, tu peux rester une demi-heure sur un produit. Mais dans une salle de mariage, il y a 300, 400 personnes, tu vas vérifier. Il faudrait une équipe de surveillants, il n'y a pas. Et en plus, dans les usines, très souvent, c'est des Arabes, des Goïs, qui sont employés. Donc le Goï, le Rav, il vient, il dit au Mashgiach, voilà, vous allez dire ça au Goïm. D'accord? Mais alors, est-ce que le Goï, lui, va se préoccuper il s'en fiche. Le gars, il dit, moi, je suis payé, je fais semblant. Non, je ne le fais pas sérieusement, je fais semblant. Parce qu'il faudrait brosser, par exemple, les feuilles de vigne, alors Chazor va et vient. Donc, quand tu le vois, il va faire attention. Mais dès que tu tournes la tête, et tu ne peux pas être avec lui des jours entiers. Donc, quand tu vas tourner la tête, le gars, il n'a pas la... Même les Juifs, malheureusement, ils n'ont pas des fois la crainte de Dieu suffisante en disant c'est dangereux. La plupart des gens ils disent qu'est-ce qu'il peut y avoir? Vous voyez dans les choux, ou dans les super, vous voyez des tas et des tas de choux, comment on appelle ça, des brocolis, des salades, plein de légumes qui ont une présomption d'être véreux et qu'on vend comme ça. Et ils se basent, les gens, sur les vieilles méthodes qu'il y avait avant. On coupait le chou en 4, par exemple. On coupait en 4 morceaux, on trempait dans le vinaigre, et c'est bon. Et non, parce que le vinaigre d'aujourd'hui, c'est pas le vinaigre d'avant, qui avait certainement une capacité de tuer les vers. Et en plus, le vinaigre d'avant, il avait la propriété de les faire partir. Il partait avec le lavage. Alors qu'aujourd'hui, tous les produits que tu peux mettre, ils ne partent pas. Ils peuvent mourir, mais rester dedans. Au mieux, ils meurent, c'est même pas sûr. Il y a une ashgacha qui vient, pour les brocolis, qui vient congelés, qui vient des États-Unis, c'est très cher d'ailleurs, et ils ont vraiment une très très bonne théouda. Mais c'est ça, il faut être sûr du système. Ouais. Il y a très peu de magasins qui... Et à très peu, ça coûte très cher. Ouais, et les gens, la plupart des gens, ils ne croient pas dans tout ce qu'on raconte. Ils ne croient pas. Ils croient que c'est une exagération des orthodoxes. Alors ils disent, qu'est-ce que je vais aller me casser la tête à payer 3 fois plus cher une plaque de brocoli, alors que je peux l'avoir... c'est 5 avérotes pour chaque... Voilà, donc c'est très embêtant. Et donc les rabbinim d'aujourd'hui disent, plus que la viande, le poulet et le fromage,
il faut faire attention au verre des fruits et légumes. Alors, par exemple, maintenant, les fruits et les légumes qui n'ont pas de chazaka, par exemple les abricots ou les pêches ou les poires ou les oranges, on te dit, c'est vrai qu'ils ont une présomption d'être propres, mais à condition, par exemple, qu'il n'y ait pas un trou. Si tu vois un trou dans un abricot, méfie-toi, parce que probablement le trou, c'est un tunnel qu'a fait le verre pour entrer, quand il était encore tout jeune. Alors là-bas, les problèmes sont moins graves parce que on les voit. Dans les dattes, par exemple. Dans les dattes, on voit les vers. Dans les olives, on voit les vers. Dans les pêches, on voit les vers. Ils ne sont pas camouflés à ce point-là. D'abord, comment on les voit? Parce qu'il y a un tunnel. Un tunnel dans le fruit qui te montre que le verre, il est passé par là. Donc, si tu vois que le tunnel est vide, alors tu nettoies l'endroit du tunnel et tu peux manger le reste. Pareil pour la pêche, pareil pour mais par exemple les pruneaux. Les pruneaux secs, comme ils sont noirs, il faut l'ouvrir et vérifier qu'il n'y a pas une... Bon, au Hachem, les vers, en général, ils vont jusqu'au noyau. Donc c'est ça qui nous aide. Si le ver restait dans la chair, alors tu serais coincé. Et comme le ver va jusqu'au noyau, en général, tu ouvres et tu vois jusqu'au noyau. Et les pruneaux sans noyau? Qu'est-ce qu'il y a comme fruits sans noyau? Les pruneaux secs. Ah, les pruneaux secs. Alors tu les ouvres. Tu les ouvres et tu vois s'ils sont propres. Ça, c'est le plus facile, ça. Les pruneaux, les abricots, c'est des choses faciles à voir. D'accord? Maintenant, les fruits secs, comme les noix de cajou, ou les amandes, ou les noisettes, alors il y a par exemple les Américains, ils adorent les cacahuètes recouvertes de sucre. C'est des sortes de cacahuètes très américaines, ou des noisettes, ou des amandes qui sont pralinées avec du sucre, etc. Alors en général, ils te disent, les rabbinim, que les cacahuètes qu'on utilise pour faire ça, c'est les mauvaises cacahuètes. Celles de bonne qualité, on les laisse au commerce telles quelles. Celles qui sont de mauvaise qualité, alors on les réserve à faire des sucreries avec. Et c'est un problème, parce que justement, les gens ne vont pas ouvrir chaque cacahuète pour vérifier si elle est véreuse ou pas. Donc il y a des rabbinim qui disent carrément tous ces trucs-là, c'est à éviter. D'accord? Il y en a qui disent que si tu as pris un couteau, j'ai oublié un détail, dans les confitures par exemple. Oui. Aujourd'hui, il y a deux sortes de confitures. Il y a les confitures, ils appellent confitura, et il y a riba. Il y a riba et confitura. Quand c'est réduit, broyé, ils appellent ça riba. Donc tu regardes à travers le pot, parce qu'en général c'est en verre, heureusement. Donc tu vois à travers le pot si il y a des fruits entiers dedans ou des fruits broyés. Si c'est des fruits broyés, alors il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'ils ont vérifié, par exemple les confitures de cerises. Ils ont pris les cerises quand elles sont encore bien, pas véreuses, et à ce moment-là, si elles sont bien qu'elles soient entières, tu peux manger parce que ils ont vérifié qu'elles ne sont pas véreuses. Mais quand c'est une saison où les confitures sont véreuses, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la bouillie, ils broient. Donc il faut vérifier quand tu achètes une confiture de fruits si elle s'appelle riba ou une confitura. Et donc tu vérifies à travers le pot si c'est des morceaux de fruits qu'il y a ou alors du raisin sec.
Mais c'est pas la Théouda qui... Et alors, il y a, non, même dans les théoudotes très, très sérieuses, même dans les herchérim très sérieux, il peut y avoir des problèmes. Par exemple, dans les fruits de forêt, les mûres, les groseilles, tous ces trucs-là, il faut faire très attention parce que c'est très véreux. Alors qu'avant, les gens racontent que dans chaque jardin, dans le monde, il y avait des mûriers, des groseilliers, ou dans les et les gens mangeaient ça sans vérifier. Khofchi. Et on voit qu'en vérité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Ohr HaChaim HaKadosh dit que plus le temps passe, et plus les esprits des gens deviennent tordus, donc les vers s'installent dans les fruits. Voilà. Donc il faut de moins en moins se jeter dans le monde des légumes et fruits de peur de tomber dans les interdits des vers qui sont très dangereux pour la neshama. D'accord ? On est attaqué de tous les côtés. On est attaqué de tous les côtés parce que c'est la fin de l'exil et donc les forces du mal, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, se déchaînent contre nous. Et il faut donc se protéger au maximum. Et de plus, quand le Sefer Atania, il te dit que l'homme doit se consacrer dans ce qui est permis, ça veut dire que maintenant qu'il y a une profusion de produits dans le monde, c'est maintenant qu'on voit si tu es capable de fermer la porte à tes envies et dire c'est pas parce que ça existe et c'est pas parce que c'est cachère que j'ai le droit de le faire parce que peut-être qu'il y a un problème. Surtout qu'en cacheroute aujourd'hui, il y a un problème très grave qui vient de la profusion des produits des herchérim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends un badatz très sérieux, s'il refuse pour des raisons que c'est dur à surveiller, il dit je ne donne pas la surveillance sur ce produit, que va faire le fabricant? Il va s'adresser à un autre badatz qui lui est moins regardant ou qui va trouver des arrangements pour permettre. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc le premier badatz, il ne veut pas perdre d'argent, parce qu'il y a un argent fou à gagner maintenant avec ça. Donc au lieu de dire moi je me retire, tant pis si un autre vient à ma place, il dit non, j'ai pas envie que l'autre vienne à ma place, donc il s'arrange pour permettre. Et donc il peut y avoir des gros problèmes, surtout qu'il y a une concurrence dans tous les pays du monde. Tous les pays du monde aujourd'hui, grâce à l'avancement de la cacheroute, tous les pays du monde ont intérêt à faire du kasher. Que ce soit la Thaïlande, la Chine, la Pologne, la Hongrie, la Yougoslavie, la Bulgarie, tous les pays du monde font tous les produits qu'on veut. Alors qu'avant, non. Avant, il fallait taper aux portes pour demander la permission de faire un produit kasher. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est les industriels qui viennent voir les rabbinim pour leur dire « Venez me surveiller mes prus », parce qu'ils savent que les juifs et les goïms dans le monde, ils disent si c'est kasher, c'est plus sérieux que si c'est pas kasher, parce qu'on sait que les rabbinim, que ce soit OU, Badass ou Lando, peu importe, ils ont plus confiance que dans les vérifications agricoles des pays. Et donc chaque pays il est intéressé à ce qu'il y a de la cacheroute dans ses produits. Et donc nous on est au milieu, et donc c'est pas parce que tu vois un badass donner un produit que le produit est sérieux, parce qu'il est de moins en moins sérieux, pour éviter justement que les autres collègues viennent lui prendre le marché. C'est très très dangereux, oui, parce que l'argent joue un rôle extrêmement important là-dedans. Voilà, maintenant il te dit, s'il y a
tu vérifies par exemple une série d'abricots, de dattes ou de prunes, peu importe. Des fruits qui sont vérifiables. Mais il faut les ouvrir au couteau. La halakha te dit, si jamais tu as coupé les fruits et tu as vu des vers, donc c'est le couteau le couteau est devenu taref maintenant. Si le couteau a contacté les vers. D'accord? Alors on dit que dans ce cas-là, il faut cachériser le couteau quand tu as fini. Hein, mais évidemment, on parle d'une série où tu as rencontré beaucoup de vers. Moi, j'aurais même pas pensé Voilà, donc on te dit le couteau lui-même, il risque quelquefois d'avoir besoin d'être cachérisé. Alors, comment tu cachérises le couteau? Soit tu le rinces bien avec de l'eau savonneuse, ou alors la vieille méthode qu'on avait avant, c'est d'enfoncer le couteau dans la terre plusieurs fois. Et le faire bouillir. Pardon? Et le faire bouillir. Ou le faire bouillir, effectivement. Donc on parle du cas, effectivement, où tu aurais eu des cas de vers assez nombreux dans les fruits et légumes. Voilà. Ouais, ça donne plus envie. Donc quand on mange, par exemple, des noix de cajou, par exemple, les noix de cajou, quand tu manges des noix de cajou, tu dois les ouvrir en deux systématiquement. Les cacahuètes, les noix de cajou, les ouvrir parce que les vers sont ils se mettent dans la rayure du milieu, et quand c'est fermé, tu vois rien du tout. Donc aujourd'hui, de plus en plus, ne pas faire confiance aux fruits fermés, mais ouvrir tout ce qu'on mange. Voilà. Ça, c'était sur la halakha, et donc, il va falloir à nouveau reconduire le problème de la cacheroute des fruits et légumes et ne pas faire confiance aveuglement, même s'il y a des surveillances de cacheroute régulière. Voilà. C'est bon, pas de questions? Voilà, maintenant on est dans la... C'est désespérant. C'est au contraire, c'est espérant, puisque ça veut dire que Mashiach va venir. Amen. Mashiach va nous sortir de là. Il va nous enlever les vers dans la tête. Là, ça. Voilà. Là maintenant on est dans la paracha de Vaera. D'accord? Paracha de Vaera. On sait très bien que la Géoula commence dans Vaera, puisque Moshe Rabbeinu rencontre Pharaon et Dieu le prévient, ne t'inquiète pas, il va pas t'écouter. Voilà. Si Dieu avait dit à Moshe, tchic-tchac, tu vas apparaître, tu vas faire ce que je te dis et Pharaon va céder, là on aurait dû s'inquiéter. Mais le bon Dieu déjà, il lui prévient. Qu'est-ce que tu crois? Que Pharaon il va craquer rapidement. Dans la première plaie, déjà il lui dit Adko, jusqu'à ce qu'on arrive à la Maca qui s'appelle Ko, c'est la Maca des premiers-nés. Tant qu'on n'est pas arrivé à la plaie des premiers-nés, il ne t'écoutera pas. Donc, Moshe Rabbeinu, il est, comme on dit chez nous, Yelet Tov Yerushalayim. Il s'exécute, il dit, je vais faire dans l'ordre les 10 plaies. C'est pas écrit qu'il y a 10 plaies. C'est une fois qu'elles ont eu lieu qu'on a fait le calcul. Mais a priori, Dieu ne dit pas qu'il va y en avoir 10. Donc, la paracha de cette semaine, elle contient 7 plaies. D'accord? 7 plaies de plus en plus fortes. Alors, les premières plaies ne sont pas mortelles. Mais il y a eu plus que 10 plaies, non? Et d'après la Haggadah de Pessah, il y en a qui disent 50, il y en a qui disent 50, il y en a qui disent 250, etc. Globalement, ce que la Torah nous dit, elle nous cite 10. D'accord? Alors,
le découpage, il est comme ça. Il y en a 7 cette semaine et 3 la semaine prochaine. D'accord ? 7 cette semaine et 3 la semaine prochaine. Et ça va crescendo. C'est de plus en plus fort. Alors, donc, les plaies du départ, c'est pas des plaies mortelles. D'accord ? Le sang, d'accord ? C'était très délicat, très, très désagréable, que toute l'eau se transformait en sang. Et le formidable, c'est que le Nil, il prend son départ. Il passe par l'Éthiopie à un moment. Et alors, c'était extraordinaire parce que les Égyptiens, ils avaient compris ça, que quand la plaie arrivée en Égypte, elle était une plaie. Mais avant d'arriver, elle n'était pas une plaie. Ça veut dire que les régions qui n'étaient pas sous la domination de Pharaon, eh bien, l'eau était pure. Elle n'était pas transformée en sang. C'est quand elle traversait la frontière de l'Égypte qu'elle devenait du sang. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Voilà, qu'est-ce qu'ils faisaient les contrebandiers? Sachant que toute l'Égypte n'avait pas d'eau de pluie, n'avait pas d'eau potable, ils allaient de l'autre côté des frontières chercher de l'eau et ils la faisaient rentrer et ils la vendaient très cher aux Égyptiens. Donc comme d'habitude, les capitalistes, ceux qui avaient beaucoup d'argent, ils pouvaient se permettre d'acheter de l'eau et ne pas souffrir de la plaie du sang. Mais ceux qui n'avaient pas d'argent, les pauvres, ben, ils mouraient de soif, ou alors ils étaient obligés de vendre leurs biens pour essayer d'acheter un peu d'eau pour boire, pendant 7 jours qu'il y a eu la plaie. Donc c'était pas des plaies mortelles, aussi bien l'eau qui vient du sang, aussi bien les grenouilles qui leur ont cassé les pieds, d'accord? Aussi bien les poux qui les ont envahis, c'était pas mortel, c'était très désagréable, très pénible, mais c'était pas mortel. Donc c'est pour ça que les gens, ils voyaient ça comme un événement normal, comme aujourd'hui, aux États-Unis, il y a eu des vagues de froid qu'on n'a jamais vues. Alors les gens ils disent, oh, quel rapport avec le comportement que les gens ils ont? Le monde ne traduit pas une calamité, une catastrophe, comme une main de Dieu. En règle générale, à part les croyants et les gens superstitieux, la plupart des gens, ils voient tout comme un aspect scientifique. C'est ce que faisaient les astrologues de Paro. Ils disaient, c'est ça qui est absurde d'ailleurs, quand tu vois les plaies, tu vois que les grenouilles, par exemple, ou le serpent, les grenouilles, Moshe fait sortir une grenouille énorme qui crache des milliers de grenouilles, et Pharaon, au lieu de dire à ses sorciers arrêtez ces grenouilles, il leur dit faites-en autant. C'est absurde. Et donc il rajoute la gravité au problème. Et ils sont contents d'eux, il dit tu vois, tiens un rigolo parce que nous aussi on arrive à le faire. Ah, tu aurais été très fort si tu avais arrêté les grenouilles. Le fait que tu fasses des grenouilles, qu'est-ce que tu as fait? Tu as rajouté du mal. Donc ça veut dire que c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde. C'est que les gens, quand il y a un problème qui se passe, au lieu d'essayer de l'empêcher, ils essayent de trouver une solution pareille. Ils aggravent le problème en fait. Alors que toute la Torah, elle te dit, s'il y a une maca, eh bien, essaye de trouver une troufa. Maca, il faut une guérison. Mais le monde, au lieu de chercher une guérison, il aggrave le problème. C'est
C'est un phénomène fou. Quand tu vois ça dans la paracha, tu dis, mais ils sont idiots. Qu'est-ce que tu rajoutes des grenouilles? Tu trouves un poison pour les tuer ou un système pour les enlever? Pas du tout. Et donc c'est ce que fait le monde. Le monde te dit, la démocratie dans le monde, c'est la démocratie, la folie, qui te dit, puisque les gens veulent quelque chose, au lieu d'éduquer les gens à vouloir le contraire pour réparer, il te dit, ben rentrons là-dedans, rentrons dans ce jeu-là. D'accord? C'est quand on lit ça dans la Torah, on dit, mais ils étaient bêtes, ces sorciers. Ils n'étaient pas bêtes, ils disaient, moi aussi je suis capable de faire la même chose. C'est-à-dire quoi? Les gens ne veulent pas d'enfants. Alors au lieu de dire aux gens, non, ayez des enfants. Alors qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que fait le monde? Il dit, vous savez, c'est bien qu'il n'y ait pas d'enfants, parce qu'il y a de moins en moins de nourriture pour tout le monde, il va falloir éliminer des milliards de gens. Ils rentrent dans le jeu pour dire, oui, c'est bien. Pour justifier le comportement qu'ils ont en disant, vous voyez, c'est bien, au contraire, on sauve l'humanité en encourageant les gens à ne pas avoir d'enfants. Donc c'est le même système. Pardon? Ouais. Donc c'est exactement le phénomène qui se passe. Le Midrash pose la question. Il dit sur le sang, d'accord? Sur le sang, il dit Moshe, Aaron plutôt, a tapé le Nil, l'eau s'est transformée en sang. D'accord? Et la Torah te dit les astrologues de Pharaon ont fait pareil. Ils ont transformé aussi de l'eau en sang. Mais alors, on te dit, on ne comprend plus. On n'a rien gagné. Non, c'est pas seulement qu'on n'a rien gagné. D'où ils ont trouvé de l'eau, puisqu'on a dit que toute l'eau est transformée en sang. Comment ils ont fait? Alors, la réponse, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ils allaient chercher l'eau potable des gens qui avaient amené de l'eau de l'extérieur, et ils la transformaient en sang. Ça veut dire, au lieu de dire, ah, mais Baruch Hashem, on a au moins une possibilité d'échapper à la plaie en allant acheter de l'eau à l'extérieur. Au lieu de ça, Pharaon, il leur a dit, vous savez quoi, même l'eau qu'ils amènent, vous montrez aussi que vous êtes capable de la transformer en sang. C'est-à-dire que c'est pas Moshe qui l'a transformée en sang. C'est les sorciers eux-mêmes qui ont été sabotés les arrivées d'eau potable qu'ils avaient pour pas mourir, pour démontrer qu'ils étaient aussi capables de transformer l'eau en sang. Ça veut dire? Ouais, c'était des fous. Et alors les gens disaient, attends, mais je comprends pas ce pharaon-là. On a réussi à trouver une combine pour avoir de l'eau, et lui, il nous sabote cette arrivée de... Donc c'est exactement... On voit que les parachiotes, la Torah, elle est éternelle, puisque chaque fois que l'histoire passe, tu retrouves les mêmes phénomènes qui se produisent dans le monde. D'accord? Alors donc pour nous c'est bien parce que quand nous voyons ce qui se passe, d'accord? Quand nous voyons ce qui se passe, nous pouvons croire que c'est grave, c'est la venue de Mashiach, elle est comment on dit, accompagnée de catastrophes qui nous touchent à nous. Et la Torah te dit non, analyse les parachiotes. La paracha elle te dit les Juifs qui voulaient être, les bénis Israël qui ne voulaient pas être touchés par la plaie, ils n'étaient pas touchés par la plaie. Il suffisait qu'ils sachent que Moshe a envoyé ça pour punir l'Égypte, pas pour punir le Ham Israël. Il fallait punir l'Égypte et en même temps montrer au Ham Israël que c'est un signe de Géoula, que Dieu il envoie ça comme un symbole et un processus inévitable pour amener la Géoula, de frapper les forces du mal. Et les gens, ils ne comprennent pas ça. Ils croient que dès qu'il y a une chose mauvaise qui se passe dans le monde, elle va toucher les Juifs aussi. C'est faux. C'est pas fait pour toucher les Juifs aussi. C'est fait pour toucher les méchants. Et les gens analysent en disant que c'est un phénomène
comme il y a eu le corona, tout ce qu'il peut y avoir. Est-ce que le monde a compris Non, en général, le monde ne comprend pas. Comme les diplés. Pendant les diplés, nous on dit que ceux qui voulaient comprendre, ils comprenaient. Mais le rov des Juifs, jusqu'à la Makat Bechorot, où ils ont dit il faut sortir, eux aussi il y avait chez eux des polémiques entre eux, qui disaient mais qui t'a dit que chez nous l'eau va pas devenir du sang? Donc ça veut dire qu'il fallait y croire. Il fallait croire que toi, ton eau à toi, elle va rester de l'eau. Et que l'eau du voisin, elle va devenir du sang. Ça veut dire que comme dit le Maharal de Prague et le commentateur, il disait le phénomène de la providence, la Hashgacha Pratit, elle se voit déjà dans les plaies. Dieu, il veut montrer, je touche qui je veux et je frappe qui je veux. Et c'est pareil avec la grippe, le corona, toutes les choses qui peuvent arriver dans le monde, des vagues de froid, les vagues de chaud, les guerres, l'Ukraine, tout ce qu'on peut voir dans le monde, les gens disent en général, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de différence entre les Bnei Israël et les Goïm. Pas les Bnei Israël et les Goïm, entre les bons et les méchants. Aussi bien chez les Juifs que chez les méchants, que chez les Goïm. Et donc, c'est pour ça qu'on te dit, non monsieur, les plaies, quelle que soit l'histoire qui va revenir, ça touche pas ceux qui veulent ne pas être touchés. Comme on va le voir dans la plaie de la dernière. Dans la Makat Bechorot, on te dit, si toi tu as le sang de la Mila sur ta porte, eh ben il t'arrivera rien. Ça veut dire que c'est pas obligé qu'un phénomène qui rentre dans la réalité existentielle, ils doivent toucher les gens de la même façon. Ça n'a rien à voir. Et alors les Bnei Israël en général, ils rentrent dans le jeu des nations en croyant qu'une maladie ou qu'une guerre ou qu'une épidémie ou qu'un phénomène puisse toucher tout le monde de la même façon. On voit que non. On voit en économie, par exemple. Le monde entier devient de plus en plus problématique au niveau de l'abondance, et nous, les Bnei Israël, au contraire, on a de plus en plus d'abondance. La preuve, on a parlé de ça avec les Verts, qu'il y a une telle profusion de choses que ça peut être une bracha si tu sais la prendre comme une bracha. Mais si tu ne sais pas la prendre comme une bénédiction, ça devient une catastrophe. Donc ça veut dire que pour nous aussi c'est la même chose. Tout ce que Dieu fait en vérité pour éprouver la conscience chez chacun de la providence divine. Et on voit bien là, quand Rabbi a dit il faut vivre avec sa paracha. Voilà, on comprend. Pourquoi Noazaken a dit il faut, voilà, vivre avec son temps, c'est vivre avec la paracha. Et chaque fois, il faut essayer de retrouver dans les parachiotes des nekudotes, des points de ressemblance avec ce qui se passe. Donc le côté absurde qu'il y a au lieu de dire que les événements amènent le Mashiach, les gens ils s'inquiètent de plus en plus de voir que ça ne vient pas. Alors que c'est faux. Si ça avance, c'est qu'on avance aussi dans le processus messianique. Là maintenant, il vient de se passer un phénomène très important, c'est que le Bagatz, il a interdit à Ari Ederi d'être dans le gouvernement. Alors jusqu'à maintenant, les gens, ils ont dit, puisqu'on a gagné les élections, alors ça y est, on va remettre la justice dans le monde. On va enlever la force du Bagatz et donner un peu de force au Hémet. Et maintenant, le Bagatz, il se rebiffe, parce que, comme a dit un journaliste, il a dit, le patron de la Cour suprême se comporte comme Pharaon. Exactement, le même discours. Oui, c'est des dictateurs. Pas seulement dictateur, il dit,
même s'il y avait 10 millions de gens qui avaient voté pour ça, moi, je dis non. C'est-à-dire, c'est pas contre 2,5 millions, c'est Pélé, c'est le pharaon. Le pharaon, il te dit, je décide, c'est moi qui ai fait le Nil, c'est moi qui ai... Et jusqu'à la dernière minute, il bouge pas. Il ne désarme. Mais ils ne peuvent pas le mettre en tôle. Eh ben, voilà que non, parce qu'il est le au-dessus de. Ah, mais il est au-dessus. Elle ne va pas être dissous, la... Chaume d'avoir, les gens sont tellement respectueux de la loi qu'ils ont peur de jeter le bagage de tous les escaliers. Ils ont peur. Et donc, à nouveau, donc les gens se disent à quoi bon d'avoir voté, puisqu'on on se retrouve à la même case départ que les gens qui veulent aller contre la Torah, contre la logique, contre l'esprit droit, ils sont à la tête et ils restent à la tête. Et ils sont capables de provoquer la guerre civile pour gagner la guerre. C'est ce qu'ils veulent, hein. Et donc c'est pour ça qu'on te dit, qu'est-ce que tu croyais, Pharaon, il n'y en a qu'un. À chaque génération, il va y avoir quelqu'un qui va vouloir nous casser les pieds. Alors qu'est-ce que font les gens? Alors ils disent, oh c'est terrible, justement, si tu dis que c'est terrible, vers quoi tu vas te tourner? Vers l'espoir que Mashiach va venir. Parce que tu ne peux pas régler ce problème avec la gentillesse et le dialogue c'est ce que le Rabbi Rayas disait, que effectivement le pharaon et Amalek, etc., il y avait une période où c'était extérieur à nous, mais viendra un temps avant l'avenue Mashiach où ce sera dans nous, au milieu de nous, de nos frères à nous. On le vit. Et on le vit, et c'est ça l'intérêt des parchiotes, c'est que même les sorciers et les ministres de Pharaon vont lui dire arrête, baisse les bras devant Dieu. Et jusqu'à la dernière seconde, il ne baissera pas les bras. Et donc, c'est très intéressant qu'en plein milieu de la Parashat Vayera, les espoirs de la droite et des religieux, que c'est bon, on est sur la route, on n'a pas besoin du Mashiach, on a à nouveau un gouvernement qui va nous sortir de là. Et le bon Dieu, il dit, vous n'avez pas encore compris qu'il n'y a que Mashiach qui nous sortira de là. C'est un phénomène fondamental. Et ça confirme. Quand les gens disent que, comment sait-on si l'annonce que le Rabbi a faite, elle est vraie ou pas? C'est que, depuis qu'il a parlé de ça, l'idée que Mashiach est indispensable devient de plus en plus forte. À l'époque où il a parlé de ça, tout le monde avait dit non. Non, on a d'autres solutions entre-temps. Là, on est coincé, et donc, plus le temps passe, et plus l'idée que seul Mashiach peut nous sortir de là monte à la surface, et là, c'est vraiment, ce soir, c'est un désarroi total dans tout le monde des partis politiques, etc., et des gens qui ont dit, waouh, il n'y a rien à faire, ils ont le pouvoir, et ils le garderont jusqu'à la destruction de la galoute. C'est un phénomène un phénomène d'Amalek de la galoute. Et Amalek, comme c'est écrit que... Si alors le Amalek des Juifs, il est récupérable. Ils vont faire Teshuvah. Akadosh Baruch Hu le tuera. Ils vont faire Teshuvah, mais entre-temps... les Amalécites récupérables, ils seront récupérés. Mais ils vont ramper devant la vérité. Donc, Bezrat Hashem, il faut donc vivre la paracha absolument, voir tout ce qui se passe, le traduire paracha par paracha, le traduire dans la vision de la Géoula et de la Torah. Et ne pas du tout désespérer, puisque on sait très bien la fin du film. Pharaon y perd et Am Israël gagne et Moshe le Mashiach triomphe. Bezrat Hashem. Nous vous remercions de votre attention.